Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. Nous allons commencer cette séance, comme c'est annoncé par le programme, par l'éloge de Michel Lacombe, notre ancien archiviste pendant de nombreuses années. Et c'est Jacques Poileux, notre ancien président, qui va faire cet éloge maintenant. Jacques. L'évocation du souvenir de Michel Lacombe est, pour l'Académie, un devoir de reconnaissance. En avoir la charge est pour moi un devoir de fidélité et d'amitié. Le 26 avril 2011, la nouvelle de sa disparition se répand à la stupéfaction de tous. En effet, nous l'avions vu ici même la semaine précédente, feuilletant, comme souvent, quelques livres pour en vérifier l'état. La mort, cette aventure horrible et sale, selon Albert Camus, a, madame, monsieur, brutalement, puisqu'accidentelle, transformé votre famille. Mais vous le savez, la mort n'est pas une absence, mais une présence secrète que Chateaubriand qualifiait d'infidélité éternelle. Elle fait partie de la vie et confère à l'homme sa dignité. Aujourd'hui, les émotions vous assaillent. La compassion nous étreint. Pour tous, les souvenirs ressurgissent. Je ne saurais exprimer votre indicible peine, car je suis incapable de trouver et d'utiliser la richesse et la justesse du vocabulaire français à laquelle votre père tenait tant. Je voudrais, en survolant les grands moments de sa vie, mettre en lumière le chirurgien, l'homme et l'académicien. Membre titulaire de notre compagnie en 1989, Michel Lacombe en devient administrateur en 1991 sous la présidence de Jean-Paul Binet. Il est aussitôt élu bibliothécaire archiviste. Il participe à ce titre, à la présidence de Denis Pellerin, au transfert de nos livres qu'il rangea ici avec précaution et méthode. Depuis, on pouvait le voir régulièrement grimper sur un escabeau, compulser ses volumes magnifiques et rares pour y déceler un éventuel vieillissement, conséquence du temps qui passe. Le constat de la dégradation de certains livres l'affligeait. Il mettait alors tout en œuvre pour obtenir du bureau un budget, toujours trop limité à ses yeux, du fait des finances serrées de l'Académie. Sa joie fut grande quand Christian Châtelain lui obtint un financement exceptionnel d'une fondation monégasque. Ainsi, les livres les plus abîmés bénéficièrent d'une restauration. La fonction de bibliothécaire archiviste convenait parfaitement à l'amoureux passionné des livres rares qu'était Michel Lacombe. Sa bibliothèque personnelle, constituée au fil des ans, réunit des ouvrages d'auteurs classiques, des livres d'art, des livres d'histoire, en particulier, mais non exclusivement, de la médecine. Constamment réélu par acclamation, Michel Lacombe a occupé le poste de bibliothécaire archiviste sans discontinuer de 1991 à sa mort. Une telle longévité est exceptionnelle et témoigne de l'estime de ses collègues. Pendant ces 20 ans, il siège statutairement au bureau de notre compagnie et acquiert une parfaite connaissance de ses règles et de ses traditions. Pendant les années où j'eus l'honneur d'être en responsabilité, je lui ai souvent demandé avis et conseils. Il me les donna sans réserve, j'en tins toujours compte. Nous avions déjà travaillé ensemble au conseil d'administration du syndicat national des médecins et chirurgiens des hôpitaux publics. Comme à l'Académie, il écoutait attentivement et parlait peu. Quand il le faisait, sa phraséologie et son choix des mots donnaient un poids certain à ses propos, frappés de la raison et du bon sens. Grâce au travail et à la ténacité de Michel Lacombe, archiviste, notre compagnie dispose de documents précieux, répertoriant tous les ouvrages de notre bibliothèque dans un CD-ROM, ainsi que les travaux et publications de 1966 à 2003. Il préparait la suite, mais il n'eut pas le temps de finir la rédaction des années 2003-2010.
Il appartient à son successeur de s'atteler à cette tâche ingrate mais indispensable. Michel Lacombe est né à Paris le 29 octobre 1929. Ses parents, aveyronnais, étaient montés dans la capitale, car la vie du côté de Millau était difficile et l'avenir incertain. Il fait ses études secondaires au lycée Charlemagne. Le baccalauréat en poche, il s'inscrit à la faculté de médecine, car dès l'enfance, il avait décidé d'être chirurgien. D'où lui vient cette vocation précoce, nul ne le sait. Il mène avec brio la double voie traditionnelle de l'université et des concours hospitaliers. Externe des hôpitaux en 1950, il est nommé à l'internat des hôpitaux de Paris en 1954. Il fait alors son service militaire, dont il n'est pas dispensé, malgré son appartenance aux forces françaises de l'intérieur, FFI, en 1943-1944, soit à l'âge de 14 ans. Pendant l'internat, il bénéficie d'une formation de chirurgie générale dans les services de messieurs Nardi, Dallène, Rudler, Sicard. Selon la tradition de l'époque, il est tête d'anatomie. Il utilise ses talents de dessinateur pour publier en 1961 un précis d'anatomie et de physiologie humaine qui est réédité en 1987. Son clinica débute à Genève, se poursuit à Broussais et se termine à la Salpêtrière, où il travailla essentiellement avec Jean Nathalie. Leurs nombreuses publications communes en témoignent. Dans le même temps, il est résident aux urgences chirurgicales de Broussais, où il fait la connaissance de celle qui deviendra son épouse. Le 1er avril 1966, il est nommé chirurgien des hôpitaux de Paris et maître de conférences agrégé. Il est affecté à Beaujon, dans le service de Jean Baumann, où il retrouve un maître admiré par lui, Jean Vess, lui aussi transfuge de la clinique de chirurgie cardiovasculaire de Broussais. Pendant ce brillant cursus hospitalo-universitaire, Michel Lacombe trouve le temps de faire de la recherche. D'abord à Broussais, au Centre d'études des techniques chirurgicales, puis de 1971 à 1978 à l'INSERM de Necker. Il voulait en effet tout comprendre, tout expliquer et découvrir de nouvelles voies. En 1973, il est nommé professeur à titre personnel et chef de service de la consultation de chirurgie de Beaujon, poste qu'il conservera jusqu'à la retraite en 1998. Pour des raisons qu'il ne m'appartient ni de juger, ni de dévoiler aujourd'hui, il sera privé d'un service hospitalier, ce qui le contraindra à l'exercice ambulant d'une chirurgie d'exception. Ne pouvant les faire à Beaujon, c'est à Necker, dans le bloc opératoire d'urologie de Roger Couvelaire d'abord, puis de Bertrand Dufour, qu'il réalisera la majorité de ses transplantations rénales. Les conditions pratiques étaient difficiles, mais sa patience, son flegme, plus apparent que réel, lui permettaient de cacher son agacement, voire son irritation. Il est regrettable et dommageable pour les chirurgiens en formation que dans de telles conditions, il n'ait pu développer une école et faire profiter les plus jeunes d'une expérience rare et exceptionnelle. Les quelques internes qui, plus souvent occasionnellement que régulièrement, l'assistèrent, appréciaient la qualité de l'acte exécuté dans un calme jamais mis en défaut, la minutie du geste, lent pour assurer une parfaite précision, la rigueur du déroulé opératoire qui n'acceptait aucune imperfection. En 2006, Michel Lacombe est élevé à la dignité d'officier dans l'Ordre national du mérite, témoignage de reconnaissance de la nation à un homme dont la vie fut consacrée au service des autres et dont les travaux scientifiques et cliniques marquent l'histoire de la chirurgie vasculaire et des transplantations de la deuxième moitié du XXe siècle. L'œuvre scientifique de Michel Lacombe est constituée de 349 publications et communications, dont 27 à la tribune de notre compagnie, 6 à celle de l'Académie de médecine, dont il deviendra membre correspondant, et 2 à l'Académie des sciences. Ces travaux, après une thèse d'orthopédie, intéressent principalement quelques chapitres majeurs et modernes de la chirurgie: les transplantations d'organes, l'hypertension rénovasculaire, la chirurgie artérielle périphérique. Les centaines d'expériences effectuées à Broussais au sein de l'équipe de Charles Dubost ont largement contribué au lancement des greffes de cœur.
Il participa activement à l'une des premières effectuées à Brousset, qui, du fait de l'excellence de son résultat, fut largement médiatisée. Il démontra expérimentalement que la conservation en hypothermie et hyperbarie permettait le maintien de la viabilité du cœur pendant une durée n'excédant pas 6 heures. Ces recherches expérimentales poussées sur les transplantations cardiopulmonaires ont étudié les problèmes techniques complexes qu'elles posent et les troubles secondaires à la greffe qui en compliquent l'évolution. Intégré à l'équipe de transplantation rénale initiée par Jean Hamburger et animé ensuite par Jean Cronier puis Henri Kreis, Michel Lacombe a beaucoup travaillé en laboratoire aux améliorations de leur technique, aux conditions de conservation du rein, aux conséquences des thérapeutiques anti-rejet. En chirurgien, il s'est intéressé à leurs complications urologiques et vasculaires. Les transplantations rénales représentent la majorité de ses publications. Il en a réalisé personnellement plus de 900, dans des conditions pratiques qui auraient pu le décourager s'il n'avait eu le soutien de l'équipe néphrologique de Necker et de ses collègues chirurgiens urologues du même établissement. Il est devenu, après Jean Weiss, le maître incontesté du traitement chirurgical de l'hypertension rénovasculaire, en réalisant 1200 interventions réparatrices des artères rénales, tant chez l'adulte que chez l'enfant. La chirurgie artérielle périphérique représente de nombreuses publications intéressant les lésions traumatiques, les rares malformations aortiques congénitales, les ischémies aiguës des membres et surtout les lésions artérielles particulières et complexes de patients en dialyse chronique ou transplantés. Les autres publications, nombreuses et variées, témoignent, au moins pendant les premières années, d'une activité de chirurgie générale, puisqu'elles intéressent l'orthopédie rhumatologique, les urgences digestives et traumatologiques. Tous ces travaux, mesurés et solidement construits, obéissent à une même rigueur sémantique et à un même choix éclectique des mots, tant dans l'expression écrite, sans la moindre imperfection, que dans l'exposé oral, dans lequel sa prosodie faisait merveille et donnait plus de valeur à une forme mûrement étudiée et adaptée à l'auditoire. L'homme est courtois et discret, tenace et persévérant. Il a toujours fait ce qu'il jugeait devoir faire, sans y voir matière à discours sur lui. Il n'a jamais fait semblant, et sans doute à tort, n'a jamais calculé. Travailleur infatigable, il trouve dans l'action une armure pour ses angoisses et un paravent pour sa pudeur. Respectueux du passé, il a le cœur et l'intelligence pour ne pas méconnaître ce qu'il doit à ses maîtres, Charles Dubost, Jean-Claude Rudler, Jean Nathalie, Jean Weiss. Sous un premier abord, Michel Lacombe a un sourire retenu, qui cache son austérité. Mais ce sourire appelle un rire toujours contrôlé, auquel il n'est pas hostile. Au contraire, il aime s'amuser, mais sans extériorisation excessive. Il fait volontiers preuve d'un humour assez britannique, jamais tourné contre autrui, mais au contraire, toujours de sympathie. Son humilité, noble car vraie, n'est pas une mésestime de soi, mais une anti-vanité. Comme beaucoup de chirurgiens, il a du caractère, et parfois se laisse aller à le manifester. Il allie le savoir le plus sûr à une érudition sans faille. Il a les qualités humaines qui font les grands chirurgiens. Il tient aux valeurs humanistes, tolérant. Il admet les opinions des autres sans les considérer comme inférieures ou fautives. Disponible, il l'est totalement et en permanence pour les siens et ses malades. Honnête homme au sens classique du terme, il a une conscience professionnelle sans faille. Il sait que le geste de la main est bien inférieur à ce qui est fait par l'esprit. Il sait cependant être audacieux, mais avec prudence et sans témérité. Il est conscient, je l'ai entendu le dire, que la réussite est difficile à atteindre et que la renommée n'est qu'une création de la pensée des autres. Sa réputation lui vaut d'aller régulièrement enseigner et opérer en Bulgarie et d'être invité à s'exprimer dans de nombreux congrès et réunions scientifiques en Europe et en Asie. C'est de là sans doute qu'est né chez lui le goût des voyages, car, selon Lamartine, il n'y a d'homme complet que celui qui a beaucoup voyagé. Ce fut le cas du couple Lacombe, qui ne manqua, entre autres, aucun déplacement de l'Académie ou du syndicat des médecins des hôpitaux, car
Ce couple avait la passion des voyages qui, vous le savez, donne une très grande étendue à l'esprit. La famille, espace de tendresse, de confiance, d'écoute, a pour Michel Lacombe une importance capitale par l'épanouissement des joies qu'elle procure. Mariés le 25 novembre 1966, Denise et lui eurent 2 enfants, Catherine et Philippe, qui leur ont donné 3 petits-enfants. Michel Lacombe leur voue une immense tendresse, mal cachée par sa pudeur et sa timidité. Ses enfants gardent le souvenir d'un père aimant, mais intransigeant, dont le caractère pouvait donner lieu à des colères redoutées, mais heureusement plus souvent rentrées qu'exprimées. Aveyronné de cœur, il n'eut de cesse d'acquérir une maison dans cette belle région rocailleuse, desséchée, où la vie, calme et sereine, paraît être d'un autre temps. Il acheta à Castelnau-Péguerolles une propriété qui est devenue la maison de famille dont il rêvait. Il vécut la maladie et la disparition de son épouse Denise avec une dignité exceptionnelle. Jamais il ne s'abandonna sur son sort, ni ne manifesta sa grande peine. Il préférait le silence, sauf pour répondre par quelques mots aux amicales questions de ceux qui savaient, et nous n'étions pas nombreux. Sa solitude, peuplée de l'admiration et de l'affection des siens, fut heureusement pour lui comblée par Julien, son premier petit-fils, à l'éducation desquels il contribua beaucoup et pour qui il avait une immense affection. Telle est, madame, monsieur, mes chers collègues, Michel Lacombe, dont la réussite professionnelle est le fruit de ses dons, de ses vertus et de son labeur. Apprécié de tous, et donc envié par certains, travailleur infatigable, il associa une grande activité de recherche expérimentale et une activité opératoire très importante, sans disposer de tous les moyens adéquats pour une chirurgie sereine et éducative. Son engagement, son dévouement, son humanisme pragmatique laissent derrière lui un sillage de reconnaissance et de respect. La chirurgie française a perdu, dans les domaines qui furent les siens, une excellence. L'Académie nationale de chirurgie a vu partir brutalement un fidèle serviteur estimé. L'hommage qu'elle lui rend aujourd'hui, par mon intermédiaire, est une reconnaissance de l'important travail accompli et des services rendus. Il fallait que perdure le souvenir de cet homme discret et dévoué, afin d'éviter pour lui cette onde où tout se noie.